Sur les terres de Bolivar. San Cristobal, 14 juillet 1952. À partir d'aujourd'hui, cette date ne sera plus seulement pour moi l'anniversaire de la prise de la Bastille, mais aussi celui de mon départ de Colombie. Pas la Colombie dont avaient rêvé Bolivar et Gaétane, mais celle de Laureano Gomez, qui m'a accueilli beaucoup moins chaleureusement que ses autres pays frères. Vers 7 heures du matin, nous nous sommes mis en route pour la frontière entre la Colombie et le Venezuela. À 9 heures, nous nous sommes retrouvés devant un douanier qui a aussitôt rallumé toutes mes allergies anticolombiennes. Enfin, avec un soupir de soulagement, nous avons traversé le pont qui surplombe le fleuve Takira et relie les deux pays. Peu après, nous voilà de nouveau dans les engrenages de la bureaucratie, aux prises cette fois avec des douaniers vénézuéliens. Après avoir signé des centaines de formulaires 1 heure durant, laissé nos empreintes digitales et répondu aux sempiternelles mêmes questions, nous sommes remontés, enfin libres, dans la camionnette qui nous avait amenés. La route est assez belle. Nous avons traversé une petite chaîne montagneuse et, au bout de 2 heures de route, nous avons atteint San Cristobal, qui rappelle beaucoup Cucuta, en moins cosmopolite. Les rues sont très raides et débouchent en général sur des petites plantations de canne à sucre, de manioc ou de bananes. Mais c'est la rivière Torbe qui offre le spectacle le plus pittoresque, avec ses eaux rouges vifs qui contrastent avec les berges verdoyantes. J'aimerais beaucoup prolonger ce séjour au Venezuela. Tout d'abord, parce que les Vénézuéliens m'ont fait meilleure impression que leurs voisins. Ensuite, et ce détail est assez révélateur, parce que San Cristobal est pourvu d'une bonne bibliothèque municipale, alors qu'à Cucuta, qui est une ville bien plus importante, on considère apparemment les bibliothèques comme superflues et inutiles. Sur la route entre Barquisimeto et Corona, 16 juillet 1952. Nous avons quitté San Cristobal lundi à 23 heures. Nous étions 11 entassés dans la camionnette, dans des positions très inconfortables. J'ai beaucoup dormi. Le lever du soleil m'a réveillé à 6 heures. La route est semblable à celle d'hier, étroite et sinueuse, bordée de bananeraies en contrebas. Puis nous avons pris de la hauteur et traversé d'immenses étendues arides, d'une monotonie qui n'interrompit qu'un cactus géant. Cette région s'appelle El Paramo. Nous avons déjeuné à Puente Real pour la somme astronomique de 2,50 $ chacun. Avec le taux de change, le coût de la vie est très élevé. L'après-midi, à cause du poids excessif de son chargement, la camionnette a gravi très lentement les côtes. Pour couronner le tout, nous avons subi 3 crevaisons. Le conducteur a acheté un nouveau pneu à Medina, mais comme il a un poil dans la main, il n'a pas vérifié la roue de secours, et la 4e crevaison n'a pas tardé. Nous avons perdu pas loin de 2 heures à réparer et à colmater les pneus. Notre dernière avanie a été un vent glacé, pas exactement fréquent dans une région tropicale. Une fois résolu ce dernier contretemps, nous avons poursuivi notre ascension et sommes entrés à Pico de l'Aguila, 4700 mètres d'altitude, vers 16 heures. Nous y avons pris notre déjeuner avant de repartir, en descente cette fois-ci, et sur une route tout aussi abrupte qu'à la montée. J'ai dormi jusqu'à 7 heures du matin. À mon réveil, nous roulions dans la plaine. La jungle empiétait sur la route et la température avait sérieusement grimpé. Comme le climat peut varier en fonction de l'altitude dans ces régions tropicales. Nous avons atteint Barquisimeto à 10 heures. C'est une ville assez importante et apparemment prospère. Nous avons fait une brève halte dont nous avons profité pour regarder les autres étancher leur soif avec des bières pendant que nous buvions de l'eau. Le taux de change est si élevé que nous devions réfléchir à 2 fois avant d'acheter quoi que ce soit. Bien sûr, beaucoup de nos compagnons de voyage occasionnels voulaient nous offrir à boire, mais nous avions déjà suffisamment accepté d'invitations,
et nous ne voulions pas passer pour des tapeurs. Nous sommes repartis pour Valencia, et vers 11 heures, bam! Notre cinquième crevaison. Comme nous pouvions le redouter, il n'y avait plus de roue de secours. Le conducteur et quelques hommes se sont donc fait prendre en stop pour aller chercher des pneus de rechange au village le plus proche. De notre côté, nous avons décidé d'aller boire un maté. Nous nous sommes approchés d'une maison au bord de la route et y avons vu une famille de Noirs, ce qui nous a d'abord beaucoup surpris. Dans la région andine dont nous arrivions, la race espagnole et la race indigène prédominent. Et voilà que nous nous retrouvions face aux représentants d'un groupe qui, dans l'Amérique du Sud que nous connaissions, est une minorité ethnique. Pendant que nous buvions notre maté, sous le regard étonné des habitants de la maison, nous nous sommes souvenus du roman de Romulo Gallegos, Pobre Negro, ainsi que des lieutenants noirs de l'armée de Bolivar, et ce souvenir a un peu tempéré notre surprise. Puis, nous avons réfléchi aux suites à donner à notre expédition. Après avoir pesé le pour et le contre, nous sommes arrivés à la conclusion que nous avions atteint et même dépassé notre objectif initial: partir à la découverte de l'Amérique latine. Certes, il nous restait deux vastes régions à visiter, l'Amérique centrale et le Mexique. Toutes deux sont très importantes sur le plan politique et culturel. La première, parce qu'elle illustre de façon encore plus éclatante la domination yankee dans ce qu'Aragon a appelé les républiques bananières. Une de ces républiques, le Nicaragua, est d'ailleurs le pays natal de Sandino. Quant au Mexique, berceau de la première révolution agraire, il mérite lui aussi une visite. En outre, la civilisation maya en Amérique centrale et les Aztèques au Mexique peuvent nous enseigner mille choses passionnantes. D'un autre côté, nous ne sommes pas des globetrotters professionnels, et vient un moment où nous avons besoin de nous poser et de faire quelque chose d'utile. Par conséquent, nous avons pris la décision suivante. Si un vendeur de chevaux de course résidant ici, à Caracas, et associé d'un oncle de Pelao, accepte de prendre Ernesto à bord de l'avion qui transporte ses pur sang, ce dernier ira finir ses études de médecine à Buenos Aires. Moi, je resterai au Venezuela pour travailler soit dans une léproserie, soit à l'université avec un des professeurs à qui je présenterai mes lettres de recommandation. Si rien de tout cela n'est possible, eh bien, nous continuerons notre voyage jusqu'au Mexique. 3 ou 4 heures se sont écoulées à discuter de ces questions autour de notre maté. Enfin, le conducteur et ses assistants sont revenus et ont pu changer les pneus. Caracas, 17 juillet 1952. Caracas est une ville moderne et attrayante. Pelao et moi commencions à en avoir assez de tous ces contretemps pendant notre voyage en camionnette. Lorsque nous sommes arrivés au village de Los Teques, la route a commencé à grimper dur entre des collines boisées. Nous avons vu des forêts de pins, à moins que ce ne soit des araucarias, que l'on se serait attendu à voir dans les Andes, plutôt que dans ces collines des plaines tropicales. Puis nous sommes entrés dans une étroite vallée, au fond de laquelle se dressaient de hauts immeubles. La circulation augmentait à mesure que nous approchions de la ville. Nous avons commencé à voir de longues files de voitures de toutes marques et de toutes tailles, luttant pour se doubler et provoquant au bout du compte un incroyable chaos. Quel contraste avec la sérénité et la beauté du paysage à peine quelques kilomètres plus tôt. Nous sommes restés à Caño Amarillo, car l'endroit est réputé pour ses hébergements modiques. Fusser sentant monter une nouvelle crise d'asthme, nous nous sommes empressés de chercher une chambre. Avec le peu d'argent qui nous restait, nous n'avons rien trouvé de mieux qu'un taudis où j'ai laissé Ernesto se reposer pendant que je partais à la recherche de l'ambassade d'Argentine, non sans avoir au préalable repassé mon costume tout froissé. Après bien des difficultés, je suis parvenu à m'entretenir avec quelques-uns des responsables de l'ambassade. De véritables icebergs, déguisés en êtres humains, et terrifiés à la seule idée que je puisse leur demander de l'argent ou de la nourriture. J'ai récupéré les lettres qui m'étaient adressées, mais ils n'ont pas voulu me donner celles destinées à Ernesto. Après les avoir entendus rabâcher sur les conditions de vie si difficiles au Venezuela et me recommander de déguerpir avec mon ami aussi vite que possible avant d'être à court de ressources, si mince soit-elle déjà, à en juger par mon apparence, j'ai tourné les talons sans même les saluer,
car j'avais plutôt envie de les envoyer au diable. Je suis retourné à la pension la mine déconfite. Heureusement, Fusser paraissait à peu près rétabli. L'après-midi, nous sommes allés voir la tante d'un ami, mademoiselle Margarita Calvento, une véritable perle. Quand je lui ai expliqué ma mésaventure à l'ambassade, elle m'a suggéré, et nous sommes tombés d'accord avec elle, que si personne ne m'y avait pris au sérieux, c'était à cause de ma tenue. Quelques heures plus tard, l'hypothèse s'est trouvée confirmée. Après un copieux repas au milieu de l'après-midi, Margarita nous a proposé de tenter notre chance dans une pension pour étudiants, rien moins que la pension pour les jeunes catholiques du Venezuela. Armés d'une lettre de recommandation, et après nous être mutuellement rendus plus présentables, nous sommes arrivés sur place. À l'évidence, nous ne devions pas présenter si bien que ça, car la directrice, sous nos yeux, a téléphoné à Margarita Calvento pour lui demander si la lettre de recommandation que lui avaient tendue un certain docteur Granado et un certain monsieur Guevara était bien de sa main. Je n'ai pas entendu la réponse de notre compatriote, mais je suppose qu'elle a su se montrer assez empathique pour convaincre cette vieille chouette que nous étions bien, malgré notre apparence, ce qu'elle disait dans sa lettre. Caracas, 18 juillet 1952. Aujourd'hui, nous sommes allés rendre visite à l'associé du vendeur de chevaux, l'oncle d'Ernesto et l'agent de douane à Buenos Aires. Il ne voit aucune objection à ce que Fusser fasse le voyage Caracas-Miami-Buenos Aires, du moment qu'il obtient son visa de transit pour les États-Unis. Margarita, qui joue le rôle de la bonne fée déguisée en vieille fille, va nous mettre en relation avec un journaliste argentin, représentant la United Press International, UPI, à Caracas. Il a d'excellents rapports avec l'ambassade yankee. Caracas, 19 juillet 1952. Nous avons rencontré le docteur Convit, pour lequel le docteur Peche nous avait écrit une lettre de recommandation. Nous voulons savoir s'il peut me donner du travail. Il nous a reçus avec chaleur, et, bien qu'avare de mots, il a mis 5 minutes à me jauger, au moyen d'un petit interrogatoire sur mon expérience médicale. Il m'a bien plu. Quand il m'a proposé 500 bolivares et un logement à l'hôpital, j'ai dû me contrôler pour ne pas répondre oui sur le champ. M'en tenant à notre plan, je lui ai donc dit que j'allais y réfléchir. Feinte indifférence, malgré les signaux frénétiques que m'adressait Fusser pour que j'accepte.